Bonjour à tous. Merci à ceux qui ont eu la gentillesse de venir malgré la chaleur et merci à vous tous qui êtes en visio. Bienvenue à Cabilla. Je suis Gis et j'ai l'honneur de présider cette association qui a pour mission à sensibiliser les gens à l'économie sociale et solidaire dans son ensemble. Et pour cela, chaque mardi, chaque premier mardi du mois, on essaye de travailler sur un champ et d'inviter les gens compétents pour en parler. Donc voilà, Cabilla, une association qui avait été créée en 2020, en pleine période du Covid, et qui aujourd'hui essaye de faire au mieux pour sensibiliser et développer l'économie sociale et solidaire sur le Pays basque. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet éminemment important et dont beaucoup de gens ignorent tout, c'est les entreprises à mission. La loi Pacte de 2019 a essayé de donner une qualité aux entreprises parce que, semble-t-il, les citoyens que nous sommes pensaient depuis fort longtemps que les entreprises devaient avoir une utilité générale et que seules les entreprises l'ignoraient. Je caricature volontairement. C'est un peu mon... Tout le monde me connaît sous cet aspect-là. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'une entreprise à mission? Quel lien il y a avec les éventuelles structures de l'ESS? Nous avons la joie et vraiment l'honneur d'accueillir Alain Schnapper, qui est le directeur général des, des entreprises à mission de la communauté des entreprises à mission, chaque fois je pense coopérative, comme quoi je suis vraiment dans l'ESS. Merci beaucoup, Monsieur Schnapper, à qui on va donner la parole dans quelques instants. Je vous remercie. Sébastien Carré, qui intervient aujourd'hui en tant qu'initiateur et fondateur de l'application Luciole, dont il va nous parler, mais qui est également, avec une casquette, enfin pas aujourd'hui, mais qui est également directeur de la CPME et qui pourra également nous en parler. Et on va donner la parole à celle qui contrôle ces entreprises à mission au sein d'OPAM, d'OPEM, et qui est Sandra Latour, qui a accepté, je l'en remercie, d'être la régulatrice, l'animatrice de ce petit débat que nous allons avoir ce soir. Alors préparez vos questions. Sandra, Merci. c'est à toi. Merci beaucoup, Mégis, de nous avoir invités à la Maison Camia. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'étais déjà venue pour le 3 novembre 2017 avec l'escale du Pacte mondial de l'ONU. Donc, c'est une grande joie de pouvoir poursuivre les échanges. Et aujourd'hui, je viens effectivement avec la casquette de vérificateur de société à mission. Alors, le pacte a instauré pour toutes les sociétés qui vont choisir la qualité de société à mission une obligation qui est d'être vérifiée par un organisme tiers indépendant, donc un OTI. Et j'ai investi cette nouvelle profession grâce notamment à Marie Sabadi-Benoît qui a créé OPAM. Donc Marie Sabadi-Benoît a un parcours très intéressant. Elle a un master en philosophie, elle est philosophe. Et elle a fait son mémoire sur la RSE notamment, et elle a repris un parcours d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et aujourd'hui, elle nous apporte toutes ses compétences et ses lumières pour définir au sein de la communauté des entreprises à mission, près d'Alain Schnapper, ce que ce pourrait être un guide méthodologique pour mieux vérifier ces sociétés à mission. Alors moi, de manière très concrète, j'ai un parcours de juriste d'affaires en RSE, donc ça coule un peu de source que je m'intéresse aux sociétés à mission, mais pour autant, je dois me former à ce nouveau métier. Alors ce que je vois arriver sur la table, c'est déjà fantastique parce que ce sont des entreprises qui ont le désir de contribuer au bien commun et se sont définis des objectifs sociaux et environnementaux. Il faut l'entendre au sens large. Social et environnemental, c'est peut-être des objectifs sociétaux, humanitaires, scientifiques. Toujours est-il qu'elles ont le désir de contribuer au bien commun. Donc elles vont se définir des objectifs, définir un modèle de mission, des actions concrètes. Et moi, je suis censée vérifier qu'elles ont atteint leurs objectifs et qu'elles se sont donné les moyens d'atteindre ces objectifs. Alors évidemment, on est dans un balbutiement. Aujourd'hui, tous les ponts ne sont pas créés, mais ce que je peux constater, et c'était un petit peu l'intérêt du sujet de se réunir aujourd'hui, c'est que quand une entreprise à mission se donne pour un objectif social ou environnemental, parfois elle peut manquer de pertinence dans son action, tout simplement parce qu'elle ne connaît pas les besoins de son écosystème. C'est un peu dommage, manquer une occasion peut-être d'être un peu plus pertinent, un peu plus performant. Donc l'idée, c'est de renforcer les ponts entre les entreprises à mission et les associations. Ce qui sera intéressant après cet échange,
c'est que effectivement les associations se disent, tiens, j'ai tel besoin, je peux peut-être appeler des entreprises à mission pour aiguiller leur action. Et vice-versa, une entreprise à mission peut se dire, j'ai un objectif à remplir, je vais quand même valider sur le terrain s'il y a vraiment un besoin pour que ce soit pertinent. Donc l'intérêt du sujet, ce qui nous a amené à nous rencontrer, c'était celui-ci. Et donc effectivement, on a demandé à Alain Schnapper de venir présenter cette qualité de société à mission, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on entend par loi Pacte. Et ensuite, Sébastien Carré, du coup, qui va nous expliquer grâce à sa solution comment il a besoin des associations pour rendre son projet performant, quels ont été les freins, comment il a co-construit avec le monde associatif cette solution. Voilà. Et après, bien sûr, c'est vos échanges qui vont construire la suite de notre rencontre. Voilà. Donc, du coup, on peut attendre Alain Schnapper. Je ne le vois plus. Ben, je suis impatient, je te vois. Il est tout Il est là-haut. tout là-haut. Alors, Alain, on t'écoute. Bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de prendre la parole devant vous. Donc effectivement, je suis je suis le directeur général de la communauté des entreprises à mission. La communauté des entreprises à mission est elle-même une association, loi de 1901, qui regroupe des dirigeants d'entreprises qui sont devenus sociétés à mission, mais aussi des dirigeants d'entreprises qui sont en train de devenir sociétés à mission, et des chercheurs, hein, car depuis l'origine, la particularité de l'association est d'avoir été fondée à la fois par des chercheurs dont les travaux sont à l'origine de la loi Pacte qui a permis de créer la société à mission, et des dirigeants d'entreprise, les fondateurs étant des dirigeants d'entreprise au sein desquels les chercheurs à l'époque avaient expérimenté le concept de la société à mission. J'ajoute, et peut-être on aura l'occasion d'en reparler, que l'association de la communauté des entreprises à mission est une association à mission. Alors, c'est pas une qualification juridique, hein, puisque la loi n'a pas prévu de société à mission, hein, d'association à mission. En revanche, nous nous sommes dotés d'une raison d'être et d'objectifs, comme pour une société à mission, et d'un comité de mission qui donne un avis sur la manière dont l'association respecte ou met en œuvre la mission qu'elle s'est donnée. Cela dit, et donc ça pourra peut-être être un élément de la discussion que vous aurez après nos interventions. Cela dit, ce qui a été défini par la loi, c'est la qualité de société à mission, qui a comme particularité, je vais rentrer dans un instant un petit peu plus dans le détail, qui a comme particularité, qui est donc une qualité juridique qui peut être adoptée par n'importe quelle entreprise, qu'elle soit de l'ESS ou non, qu'elle soit coopérative ou mutuelle, ou qu'elle soit une entreprise lucrative, tout ce qu'il y a de plus classique. La qualité de société à mission peut être mise en œuvre dans n'importe quelle catégorie d'entreprise, et ça ne remet pas en cause le statut juridique de l'entreprise. Si c'était une coopérative, une mutuelle, une SA, une SAS, une SARL ou que sais-je encore, elle conservera ce statut. Elle aura simplement en plus la qualité de société à mission. Alors, je vais peut-être me permettre d'afficher quelques slides dès lors que alors, il y a si longtemps que je n'ai pas fait de Zoom, mais voilà, partager. Je vais donc me permettre de vous partager quelques slides. Je vais mettre, selon la question la plus généralement posée, vous devriez normalement voir une présentation PowerPoint, si tout va bien. Tout va bien. Voilà. Et donc, je voudrais alors revenir et peut-être répondre à la réflexion impertinente de Gis tout à l'heure sur l'utilité des entreprises, et rappeler comme introduction que, même si je crois que beaucoup de dirigeants en sont également conscients, on peut faire état ou prendre acte du fait que l'ensemble des acteurs en France, en Occident, en Europe en tout cas, de plus en plus, euh, et d'une certaine manière élève son niveau d'attente vis-à-vis des entreprises, car les consommateurs que nous sommes, les citoyens que nous sommes, les salariés que nous sommes éventuellement également, ont bien pris conscience du fait que les entreprises ont une capacité de transformation de nos sociétés qui est sans équivalent
et probablement sans précédent. Et donc, ça se traduit par une attention portée par les consommateurs aux pratiques des entreprises, aux citoyens en général qui attendent des formes de responsabilité des entreprises, et aussi des salariés qui, j'allais dire, c'est presque une banalité aujourd'hui de le dire, sont en attente d'une certaine manière, ou cherchent à travers leur engagement professionnel à comprendre ou à identifier, à prendre conscience de leur utilité et à quoi ils servent, entre guillemets, et ce, à travers l'utilité même de l'entreprise. Et donc, cette prise de conscience, elle s'est particulièrement accentuée depuis une quinzaine d'années, on va dire, en gros, notamment après la grande crise de 2008. Et elle a trouvé une forme de réponse en France à travers la loi Pacte, votée en 2019. La loi Pacte, c'était une énorme loi avec 250 articles, et ce dont je vais vous parler, c'est 2 articles parmi les 250. C'est ceux qui ont permis de créer cette qualité de société à mission. Donc, je vais aller vite parce que je ne voudrais pas vous ennuyer avec la dimension juridique, et je vais vite essayer de repasser des choses un peu plus concrètes, mais quand même, il est important d'avoir en tête que la loi Pacte a commencé par faire une modification du Code civil. Alors, je vous rappelle que on ne change pas le Code civil si souvent que ça, hein, depuis 1804. Et il y a un article, enfin 2 articles, mais en l'occurrence un article particulièrement important qui est le 1833 du Code civil, qui signale qu'il complète un article existant. L'article en 1833, il dit qu'en gros, une société est créée pour le bénéfice de ses associés. Et en fait, la phrase qui est rajoutée est celle que vous voyez peut-être en bas, j'espère que vous arrivez à lire en bas de la page. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et donc, les 2 morceaux de la phrase sont importants. Le premier morceau, il dit bien que la société est gérée dans son intérêt social. Et ça, ce que ça dit, alors de manière un petit peu subliminale, je vous l'accorde volontiers, c'est que la société a un intérêt qui lui est propre et qui n'est donc pas strictement l'intérêt de ses actionnaires, et que donc l'intérêt de l'entreprise comme collectif n'est pas forcément en permanence et entièrement aligné sur celui des actionnaires. Et d'autre part, il introduit finalement cette notion de responsabilité de l'entreprise en l'obligeant à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, le mot social étant à prendre au sens de lien avec la société. Et donc, c'est une définition aussi large qu'il est possible de l'imaginer. Et cet article, dans la mesure où il figure dans le Code civil, s'applique donc à la totalité des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 100% des entreprises sont obligées de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. Et puis, ensuite, la loi, toujours la même loi, dans un autre article, a introduit, sur une base volontaire, deux possibilités. La première, qui est d'inscrire dans ces statuts une raison d'être, qui doit donc, vous avez la définition juridique, je vais vous l'épargner, mais qui donc doivent préciser finalement la raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire, pour le dire avec des mots plus simples, finalement son utilité, à quoi elle sert, comment est-ce qu'elle veut contribuer à un futur, on va dire, désirable. Et première option. Et deuxième option, les entreprises peuvent obtenir ou faire état d'une qualité de société à mission à la condition, enfin aux conditions cumulatives, d'une part donc d'avoir une raison d'être inscrite dans leur statut, complétée par des objectifs sociaux et environnementaux en lien avec l'activité de l'entreprise. Et derrière objectif, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une certaine manière, c'est les engagements que prend l'entreprise qui viennent sur la manière dont elle veut accomplir sa raison d'être. Et l'entreprise est aussi obligée de mettre en place un dispositif de gouvernance, de contrôle, appelons-le simplement de contrôle, de la manière dont elle met en œuvre ses missions, à travers soit un comité, un comité de mission et un dispositif de vérification par un organisme tiers indépendant que Sandra évoquait à l'instant. Alors, si on essaye maintenant de reformuler ça de manière un petit peu plus pratique, ou en tout cas un petit peu moins juridique,
La particularité de ce dispositif de la société à mission, c'est donc d'une part, comme je le disais tout à l'heure, que c'est une qualité qui peut être acquise par n'importe quel type d'entreprise, je l'ai dit, que ce soit ESS ou pas ESS en particulier, et puis qui laisse une entière liberté à l'entreprise de se définir sa mission, c'est-à-dire de clarifier la façon dont elle veut être utile à la société, au monde, à l'environnement, etc. Et donc, cette mission, c'est le terme que désormais on emploie, qui est constituée de la raison d'être et des objectifs qui leur sont associés, sont donc inscrits dans les statuts. Alors, le fait qu'ils soient inscrits dans les statuts est extrêmement important, puisque je ne vous apprendrai pas que une modification des statuts d'une entreprise se décide en assemblée générale des actionnaires, ce qui signifie donc qu'une entreprise qui inscrit dans ses statuts une raison d'être et des objectifs, les fait voter par ses actionnaires et ils sont donc engageants pour les actionnaires. Et puis donc je vous disais, d'un côté, vous avez cette entière liberté qui est laissée aux entreprises de définir leur mission, mais la contrepartie de cette liberté, c'est une obligation de rendre compte sur la façon dont l'entreprise respecte ses missions. Et cela se fait avec, au moyen de, finalement d'un double dispositif. Le premier, c'est un comité de mission dont la seule condition est d'inclure au moins un salarié. Donc, sous-entendu, bien sûr, un comité de mission, c'est plutôt constitué de personnalités extérieures à l'entreprise qui doivent publier tous les ans un rapport de comité de mission qui est remis à l'Assemblée générale et qui donne un avis sur la manière dont l'entreprise exécute sa mission. Et donc, les travaux de ce comité de mission sont complétés et alimentent la vérification qu'évoquait donc Sandra en introduction par un organisme tiers indépendant, un OTI, qui lui va porter un avis sur la façon effectivement dont l'entreprise met en œuvre sa mission et la façon dont elle atteint ou pas les objectifs qu'elle s'est donnés. Alors, quelques caractéristiques qui font la particularité de ce dispositif. Première chose, la société à mission n'est pas un label. Et donc, a fortiori, ça n'est pas un label de vertu. Autrement dit, c'est une entreprise qui devient société à mission. Le lendemain du jour où elle est devenue société à mission, elle n'est pas devenue un modèle de vertu, elle n'est pas plus vertueuse que les autres, elle n'est pas plus je ne sais pas quoi que les autres. Elle s'est dotée d'un cadre juridique qui lui a permis finalement d'inscrire dans la durée, avec un engagement fort de l'ensemble des acteurs et en particulier des actionnaires, donc un engagement fort sur une ambition, volonté, une manière de vouloir contribuer à un avenir désirable, souhaitable, et elle s'est à elle-même imposé une obligation de rendre compte de la façon dont elle allait respecter les engagements qu'elle a pris et de la manière dont elle allait cheminer vers dans la direction plutôt qu'elle s'est donnée. Il est important de souligner qu'il n'y a pas, dès lors qu'une entreprise a le droit est légale, elle peut se doter d'une mission. Alors, pour le dire de manière un petit peu provocatrice, alors j'ai posé le faire quand j'étais à Pau, pour tout vous dire, mais là, maintenant que je suis, entre guillemets, dans le Pays Basque, j'ose le dire, j'ose prendre cet exemple. Si Total veut devenir société à mission, il n'y a rien qui l'en empêche. Dans la mesure où son activité est légale, elle peut se définir une mission. En revanche, le fait de se donner une mission, c'est aussi une manière de clarifier d'une certaine façon une transformation, en tout cas une façon de vouloir transformer l'entreprise pour aller vers quelque chose de différent et en prenant un certain nombre d'engagements. Donc en fait, c'est plutôt une façon de clarifier la manière dont on veut contribuer, dont l'entreprise veut contribuer. Alors, j'en profite peut-être pour faire une parenthèse ou plutôt une incise, pour faire un petit peu le lien avec peut-être une question que vous vous posez, vous qui êtes particulièrement sensible aux enjeux de l'ESS. Il peut y avoir peut-être une interrogation que vous avez qui est de dire, mais dans le fond, l'ESS, notamment je pense à l'ESS plutôt au sens statutaire, coopérative, mutuelle,
qui a déjà toute une structure juridique avec de la démocratie actionnariale, avec de la lucrativité limitée, avec des règles sur les écarts maximaux de salaire. En quoi ça nous concerne? En quoi est-ce qu'on aurait besoin de se doter d'une mission? Alors, donc, je ne sais pas si vous vous posez cette question, mais je vais faire comme si, puisque je vais quand même essayer d'y répondre. D'abord en soulignant qu'il y a un nombre significatif d'entreprises de l'ESS qui ont décidé de devenir à mission, que ce soit des mutuelles ou des coopératives. Donc déjà, il y en a un certain nombre d'entre elles qui a apporté la réponse à ces questions en y voyant un intérêt. Et donc, dans le fond, quel est l'intérêt que peut prendre pour des entreprises de l'ESS? Quel peut être l'intérêt de devenir société à mission? Je vais essayer de vous donner une image. Imaginez, vous savez, dans la grande époque des marchands, là, les bateaux qui partaient à l'aventure pour aller chercher des marchandises très loin. D'une certaine manière, si je fais le parallèle, des entreprises de l'ESS, ce seraient des entreprises qui auraient décidé, sur ce bateau, qui auraient décidé à l'avance de la manière dont les marchands, le capitaine, les marins allaient s'organiser, quelle était leur façon de décider, de prendre des décisions, comment ils allaient gérer la rentabilité. Mais d'une certaine manière, si je prolonge cette image, la mission, dans le fond, c'est la destination du voyage et la boussole qui va permettre au bateau d'aller chercher les marchandises et de revenir avec en espérant ne pas avoir d'avarie sur le chemin. Et donc, d'une certaine manière, pour revenir au-delà de cette image, bien en général, typiquement, les mutuelles ou les coopératives ont introduit à la fois des règles sur la lucrativité au sens large du terme. Elles ont souvent traité des relations entre, d'une manière, les actionnaires et les clients ou les actionnaires et les salariés, suivant que ce sont des mutuelles ou des coopératives. Pour autant, elles n'ont pas forcément répondu à la question de quelle est leur utilité et comment elles veulent, quelles sont les règles qu'elles se donnent pour se rendre utiles. Et c'est précisément ce que cherche à faire la mission. Donc voilà, de manière extrêmement rapide, mais on avait convenu que j'essayais d'être très synthétique, euh, ce qu'est aujourd'hui, ce qu'est cette qualité de société à mission. Alors peut-être alors je vais passer rapidement sur cette partie, peut-être vous donner une petite image d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc vous avez ici les chiffres qui datent du 31 décembre 2022, qui ont été publiés par l'Observatoire des sociétés à mission. L'Observatoire des sociétés à mission, c'est un outil de suivi et de référencement des sociétés à mission qui est géré par la communauté des entreprises à mission et qui est évidemment disponible sur le net. Au 31 décembre, il y avait donc, vous l'avez vu, 1000 entreprises qui étaient sociétés à mission. Aujourd'hui, aujourd'hui, non, on en est en gros à 1250. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure en repensant aux chiffres que nous on trouve que ça allait un peu moins vite cette année, mais enfin finalement on vient quand même de faire plus de 25% en 6 mois, c'est pas si mal, parce qu'on était habitué à faire pratiquement un doublement tous les ans, et donc sachant que les premières entreprises à mission ont pu vraiment déposer leur statut au greffe à partir de 2020, voilà, donc on en est là. Et elles se répartissent à peu près moitié-moitié entre l'Île-de-France et l'ensemble des autres régions. Et peut-être une information supplémentaire intéressante, c'est le schéma que vous avez en haut à gauche de cette planche. 80% des entreprises qui sont sociétés à mission sont des entreprises de moins de 50 salariés. Alors, il ne vous aura pas échappé du coup que 20% sont des entreprises de plus de 50 salariés et que les 20% se décomposent en gros en 10% entre PME et ETI, 8% de TI et un gros pourcent des sociétés à mission qui sont des grandes entreprises. Alors, quand on compare au tissu, enfin, il est logique que la majorité écrasante, enfin les 80% des sociétés soient des moins de 50 salariés. Parce que quand vous regardez le tissu économique français, la proportion des entreprises de moins de 50 salariés, elle est bien supérieure à 80%, et elle est même bien supérieure à 90%, elle est plutôt même au-dessus de 95%. Donc à la fois, d'une certaine manière, sur le plan statistique, un petit peu plus de grandes entreprises que, disons, le tissu économique français, mais une très forte majorité d'entreprises de moins de 50 salariés.
et un peu tous les secteurs représentés, avec encore une dominante quand même service sous différentes formes. Ça peut être aussi bien dans la tech que dans le conseil, dans la finance, dans les assurances, etc. Mais clairement aujourd'hui, c'est bien l'ensemble des secteurs qui sont concernés. Voilà. Écoutez, alors peut-être en conclusion, et pour servir également peut-être d'ouverture aux discussions que vous allez avoir ensuite, ce qu'on peut dire, c'est donc sur le plan juridique et autres, ce qui existe, c'est une fois encore la société à mission qui s'applique aux entreprises, disons commerciales, enfin au sens lucratif ou non lucratif, que il y a le modèle finalement j'allais dire de l'entreprise à mission qu'on peut résumer en disant une liberté laissée à l'entité, c'est exprès que j'emploie un terme comme celui-là, à l'entité de définir sa mission, raison d'être et objectif, et une obligation de rendre compte, est une forme qui trouve un intérêt également dans d'autres domaines. Et donc, il y a des associations qui commencent à adopter cette forme. Bon, alors j'ai cité la communauté des entreprises à mission, mais vous me direz que c'est un exemple un petit peu particulier, et je vous l'accorde bien volontiers. Sachez par exemple qu'il y a la Fédération française de badminton qui a adopté les formes d'une association à mission en se dotant d'une mission. D'une manière générale, vous avez plusieurs clubs sportifs qui peuvent avoir des statuts juridiques. Alors certains ont des statuts pour notamment des clubs professionnels. Je pense à La Rochelle et à Bayonne qui ont adopté la forme de la société à mission. Mais vous avez aussi des clubs qui ont des formes associatives qui l'ont fait également. Et puis, il y a une réflexion qui émerge, qui est aujourd'hui encore, prend des formes variées, et Sandra ne me contredira pas, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger à ce sujet à Pau et dans son aglo. Il y a aujourd'hui de plus en plus de réflexions autour d'un concept qui reste à inventer de territoire à mission, avec l'idée que, dans le fond, euh, l'idée qu'il puisse y avoir des enjeux partagés au niveau d'un territoire, qu'ils soient des enjeux de type environnemental, qu'ils soient de type culturel, qu'ils soient de type économique, bien entendu, etc., enfin, donc cette idée qu'il puisse y avoir des enjeux propres à un territoire permet, amène d'une certaine façon à se poser la question de comment est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif un peu de gouvernance de ces enjeux, de manière à la fois les formaliser, les clarifier, les exprimer, et aussi du coup, en même temps ou simultanément ou par voie de conséquence, les soumettre, entre guillemets, ou voir comment les différents acteurs présents sur le territoire peuvent contribuer à la maîtrise de ces enjeux, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations, que ce soit des citoyens, que ce soit bien évidemment les pouvoirs publics et notamment les élus. Et donc il y a aujourd'hui quelque chose qui reste à inventer, mais qui paraît a priori potentiellement fécond autour de cette idée de territoire à mission. Et donc je m'arrêterai là sur cette notion en espérant qu'elle évoque quelque chose pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça suscite plein de questions. D'ailleurs, quelqu'un en visio qui dit: je suis étonné du classement des entreprises de conseil en RSE, ainsi que celles dans les RH et le recrutement, de secteurs où les missions sociétales sont leur ADN. De la part de Florence. Du coup, je suis pas sûr d'avoir compris. Étonné du classement vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont, notamment de conseil ou de RH et de recrutement, celles que vous citez là, qui agissent pour des clients et veulent les entraîner à réfléchir à leur utilité, et qui, du coup, ont réfléchi au sujet et se sont appliquées à elles-mêmes ce qu'elles sont potentiellement en capacité ou en envie de proposer à leurs clients. Et donc, cela explique le fait que ces entreprises ont souvent fait l'effort de se transformer en société à mission.
Je ne sais pas si ça répond à votre interrogation, Florence, mais j'espère. Il faut Vous d'abord ouvrir m'entendez? le Voilà. micro. Oui, Voilà, c'est bon, maintenant, Oui, oui. merci. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non, je suis surprise du faible score, moi, de ces Ah, entreprises, parce que quand même, c'est leur ADN, ADN d'accompagner des gens vers le retour à l'emploi, leur ADN pour aider des entreprises à trouver des solutions justement de RSE, voir leur, pardon, excusez-moi, il y a mon chat qui est passé, voir le classement où elle se situe, moi, ça m'étonne un peu quand même. bah après, attention, hein, le tableau que je vous ai présenté, c'est un nombre en absolu. C'est pas un pourcentage des entreprises concernées. Donc, dans l'absolu, que le nombre soit pas énorme dans l'absolu, c'est vrai. Maintenant, si je pense que si on vous le mettait en pourcentage de nombre d'entreprises du secteur, le classement serait pas le même. Vous avez des questions, oui? Oui, une question que j'ai vu apparaître dans la région Aquitaine, 70 entreprises, 77. C'est la mission, Oui. je crois que c'est ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Et pour le Pays Basque? Ah, alors, écoutez, je n'ai pas le chiffre par cœur, mais je peux vous le trouver et vous le faire passer, parce que nous l'avons, mais alors j'avoue que je ne sais pas je ne l'ai pas par département, et donc je ne sais pas vous le dire comme ça, mais et puis ensuite, Attention, parce que C'est le pas un Pays Basque, département. c'est pas un département. Hein. oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Malheureusement. Donc, On en rêve, oui. je n'ignore point, je n'ignore point. Pas le pays, hein. Néanmoins, alors je vais le redire différemment. Nous avons le classement par département, donc ça peut vous donner une approximation. Mais après, je ne saurais pas faire mieux. On avait invité l'Aviron Bayonnais, qui est, par exemple, l'une des entreprises à mission, mais qui n'a pas pu venir du fait de leur activité rugbystique. La saison a Ils repris. gagnent, ils ne cessent de gagner. Le jour où ils perdront, ils auront du temps pour nous, mais pour l'instant, ils Pour gagnent. l'instant, On ne va pas leur souhaiter de perdre. il n'y a aucune souci. Ok. Moi, j'avais une question. Je voudrais comprendre pourquoi il y a 70% des entreprises de moins de 50 salariés. Il y a quand même une sacrée contrainte, je pense, à être entreprise à mission, à modifier ses statuts, à avoir un contrôle, à mettre en place un conseil particulier, etc. Qu'est-ce qui, comment peut-on expliquer, hormis l'éthique, comment peut-on expliquer qu'il y ait une telle différence entre les entreprises de moins de 50 salariés qui sont a priori pour 70% intéressées et les entreprises, les grandes entreprises pour 1%? Comment se fait-il Non, que... non, attention, je répète, les pourcents que vous avez vus, ce sont les pourcentages ramenés au nombre total de sociétés à mission. Donc, pour le dire avec des chiffres ronds, en gros, et pour faire simple, sur les 1000 sociétés à mission de 31 décembre 2022, il y en a à peu près 800 qui sont des entreprises de moins de 50 salariés et 200 qui sont des entreprises de 50 salariés et plus. C'est Oui, comme mais ça que la question reste entière quand même. Comment se fait-il que ceux qui ont peut-être plus de capacités techniques et à mettre en œuvre quelque chose de quand même assez, je pense, assez lourd à faire, à créer, comment se fait-il que ce soit les entreprises les plus petites enfin, Alors, bah, moi, tu comprends ma question? ouais, je peux répondre un petit peu. C'est que c'est vrai que c'est très engageant au départ parce qu'il faut penser une raison d'être et ça s'improvise pas. Faut vraiment travailler en profondeur dans l'ADN et l'histoire et la culture de l'entreprise pour faire émerger une raison d'être qui ait vraiment du sens, une vraie singularité. Il faut du temps. Et ensuite, tu as raison, il faut définir des objectifs statutaires. Donc, on va engager juridiquement, ça va mobiliser d'autres moyens, d'autres ressources, d'autres compétences en interne. Et puis, il faut définir un modèle de mission, des indicateurs, etc. Il faut mettre en place un comité de mission qui va avoir un impact sur la gouvernance et donc la stratégie. Et puis, il faut aller chercher un OTI qui va vérifier. Et c'est vrai que ça a un coût. Donc, de prime abord, on pourrait se dire, ben, pour la petite, c'est plus compliqué que pour la grande. Sauf que, en fait, dans les grandes, il y a parfois des fonctionnements en silo, des fonctionnements cloisonnés qui font que le temps de créer la transversalité nécessaire pour notamment faire émerger la singularité qui va être nourrissante de la raison d'être, ça va prendre beaucoup de temps, déjà.
Et ça va peut-être mobiliser encore plus de moyens et ça va être difficile dans la mise en œuvre. Donc c'est peut-être aussi ce qui va expliquer que la petite, elle est plus réactive. C'est un peu comme une goélette avec un gros paquebot. On le manœuvre pas de la même façon. Donc peut-être que là, il y a une réponse. Bon, j'ai pas la prétention de dire que c'est la seule, mais là, il y a peut-être une Peut-être réponse. pour compléter, Sandra, je vais juste compléter ton point qui est absolument, qui est parfaitement exact. Je voudrais juste compléter avec un élément supplémentaire que je soumets à votre sagacité. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent directement en société à mission. Donc des startups qui démarrent directement en société à mission. Souvent, elles se créent autour enfin, souvent. Il y en a de plus en plus qui se créent autour d'un enjeu auquel elles veulent répondre et ça leur paraît absolument évident de directement se créer en adoptant la forme de la qualité, enfin, pardon, la qualité de la société à mission. Donc ça vient aussi renforcer, voilà, disons que ça contribue aussi aux chiffres des petites entreprises. Après, ce qui est sûr, c'est que comment dire, la décision de se créer ou de devenir société à mission, elle est issue inévitablement d'une conviction forte, partagée, alors notamment, obligatoirement, j'allais dire, mais pas seulement par le dirigeant, qui généralement a des convictions fortes sur le rôle de l'entreprise, sur la manière dont il veut faire grandir un collectif autour d'un projet, autour d'une ambition, autour d'une vision, autour d'une utilité. Et à un moment donné, il voit la société à mission, le cadre juridique de la société à mission comme une opportunité d'inscrire dans le marbre, de graver, d'inscrire pour la durée un certain nombre d'engagements dont il est a priori souvent porteur. Et donc, il ne faut pas sous-estimer, et en particulier dans le cas des petites entreprises, la conviction que peut avoir le dirigeant sur la manière dont il veut diriger le collectif qu'est l'entreprise, au-delà des intérêts qui peuvent éventuellement, d'ailleurs les siens également, de l'actionnaire, mais comme voilà un projet collectif auquel il croit et auquel il veut donner une force complémentaire. J'ajoute, et prenez-le pour de l'anecdote, mais c'est un cas, enfin c'est la vérité. Là, en général, je vous ai dit, quand on devient société à mission, il s'y est rien passé. Hein, c'est pas un label. Une fois encore, on démontre rien en devenant société à mission. En revanche, l'expérience montre que la seule chose qui change quand une entreprise devient société à mission, c'est que je parle d'entreprises donc qui n'ont pas été créées comme telles, c'est que pratiquement du jour au lendemain, les recrutements deviennent plus faciles. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, notamment les jeunes diplômés, mais pas que, ils préfèrent rentrer dans une boîte qui est société à mission que dans une boîte qui ne l'est pas, pour le dire de manière aussi simple que possible. Et ça, c'est très clair. Je veux dire, c'est très visible pour les entreprises qui se transforment. J'avais une question. Est-ce qu'une partie des personnes qui ont fait cette démarche pensent surtout aux grosses entreprises? Est-ce que c'est pas une démarche plutôt économique, de marketing? Je vulgarise, hein, mais je me pose la Alors, question. alors au Non. risque de paraître provocateur, je vais vous dire, je vais vous faire la réponse suivante. Je rêve du moment où ce sera le cas. Je rêve du moment où les entreprises, où il y aura des entreprises qui deviendront sociétés à mission pour les plus mauvaises raisons, c'est-à-dire pour faire du marketing. Car ce jour-là, ça voudra dire que le modèle de la société à mission est devenu tellement évidemment le modèle dominant que tout le monde se croira obligé d'y aller. Et donc là, on aura gagné. Alors, aujourd'hui, très sincèrement, notamment les grandes entreprises, franchement, on les connaît à peu près toutes au sein de la communauté. Prenez ma parole pour ce qu'elle vaut, mais moi, je peux témoigner du fait que l'écrasante majorité des dirigeants qui deviennent société à mission, excusez-moi l'expression, mais c'est pour de bonnes raisons, ou les bonnes raisons. Mais ça ne durera pas, c'est sûr. Et de toute façon, d'ores et déjà aujourd'hui, si vous allez regarder sur l'Observatoire des sociétés à mission, les missions des entreprises qui sont devenues sociétés à mission, en toute simplicité, on peut se le dire, elles ne sont pas toutes très convaincantes. Mais alors d'ailleurs, alors elles ne sont pas toujours très convaincantes, soit par
en gros, excès de zèle. Il y a des missions du genre, je caricature hein, bien sûr, mais sauver le monde. Quand on est une entreprise de 3 salariés, c'est une ambition louable, mais qui peut paraître quelque peu démesurée. Ou à l'inverse, c'est des missions pas très crédibles, qui sont, dans le meilleur des cas, qui vont pas beaucoup plus loin que de la RSE et qui disent pas grand-chose. Mais la force de la société à mission, ça n'est pas seulement de s'obliger à rédiger une mission, c'est un ensemble de dispositifs. Or, une fois que vous avez introduit un comité de mission qui doit publier tous les ans et signer en bas tous les ans un rapport de comité de mission dans lequel il donne un avis sur ce que fait l'entreprise, eh bien, vous avez mis en place un dispositif qui, petit à petit, amène l'entreprise à se reposer des questions sur la nature des objectifs qu'elle s'est donnés, la réalité de ce qu'elle fait, etc. Et donc, une fois encore, euh, ça n'est pas un label, ça n'est pas un label de vertu. Donc oui, allons au bout du truc. Si demain Total devient société à mission, alors il y en a quelques-uns d'entre nous qui feront un peu gloops, mais bon, le fait est que s'il se dote d'un comité de mission digne de ce nom, le comité de mission, il va commencer à sérieusement challenger les dirigeants sur la façon dont ils mettent en œuvre leur mission. Et ça crée une spirale vertueuse. Donc, il y aura des entreprises, grandes ou petites, peu importe, il y aura des entreprises qui deviendront sociétés à mission pour des raisons marketing. Mais la bonne nouvelle, c'est que les dispositifs de contrôle feront en sorte que ça deviendra progressivement pour de bonnes raisons. Et j'ajouterais, pour finir là-dessus, que au-delà du comité de mission, au-delà du vérificateur OTI, il existe un dispositif de contrôle extrêmement puissant, j'allais dire violent, au sein des entreprises qui sont devenues sociétés à mission. Et ce dispositif de contrôle, il porte un nom et il s'appelle les salariés. Et dites-vous bien qu'une entreprise qui deviendrait société à mission pour faire du marketing et qui aurait en interne des pratiques et des modes de fonctionnement absolument contraires à ce qu'elle a écrit dans sa mission, elle aura très, très vite de sérieux problèmes d'explication avec ses salariés. Et je pense que ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus violent que même ce que pourrait faire un comité de mission ou un OTI. Donc, vous voyez que je suis extrêmement optimiste. Un, sur le fait que ça arrivera et que donc il y a des entreprises qui deviendront sociétés à mission pour les plus mauvaises raisons. Et que deux, le dispositif s'autorégulera de lui-même. Voilà. Je voulais pas vous fâcher, hein. Ah non, mais rassurez-vous, quand je suis fâché, c'est bien pire que ça. Oh, heureusement. Il y a deux questions là-bas. Oui. Question sur la définition même de mission, parce que dans ce que vous dites, ça sous-tend que les missions, on peut dire comme ça, sont. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort? C'est ce que j'allais dire. Dans tout ce que vous dites, ça suppose que les missions sont vertueuses, dans la mesure où c'est l'entreprise elle-même qui définit ce qu'est une mission. Comment on peut être garant que ce qui sera défini en termes de mission, aussi clair que ce soit réellement vertueux au sens du bien commun, hein, d'intérêt un peu général finalement. C'est là où j'arrive pas, ou là où je peux voir un biais, c'est-à-dire qu'on peut définir des missions tout à fait claires et précises, mais qui n'aient pas les effets ou les impacts finalement positifs de la philosophie, je pense, qui est derrière ça. Et donc là, je ne sais pas comment, par rapport au dispositif, comment vraiment il y a un contrôle, parce que le contrôle a posteriori de la commission ou de l'OTI ne se fera que sur la base de ce qui a été élaboré par la personne qui en est libre rédactrice. Donc c'est là où je vois effectivement un biais par rapport à une démarche de label, par exemple. Alors, votre point est très juste et votre interrogation, elle est parfaitement légitime. Alors, permettez-moi, alors je ne vais pas vous faire une réponse démonstrative sur le fait que ne vous inquiétez pas, tout va bien et tout va s'arranger, tout va marcher tout seul. Permettez-moi cependant, là encore, de revenir et d'apporter un certain nombre de réflexions. Donc, vous l'avez bien compris, la particularité de la mission, c'est l'entière liberté laissée à l'entreprise de se définir sa mission. Mais là, je le répète, j'insiste là-dessus, le rôle du comité de mission
ne se réduit pas à dire ah ben vous entreprise vous avez décidé de vous donner tel et tel objectif et donc je vais vous donner un avis sur la manière dont vous mettez en œuvre votre objectif. Le rôle du comité de mission, il va au-delà de ça. Et il est en particulier légitime à questionner l'entreprise sur, par exemple, êtes-vous sûr que les objectifs que vous êtes donnés sont les bons? Êtes-vous sûr que les objectifs que vous êtes donnés sont assez ambitieux? Êtes-vous sûr de traiter les bons enjeux de votre activité? Et ça, c'est clairement le rôle du comité de mission et dans une certaine mesure, mais dans une mesure plus limitée, hein, clairement, le rôle de l'OTI et c'est ensuite en interne le rôle de l'entreprise. Est-ce qu'on a une garantie que ça va fonctionner? Non, sûrement pas. Maintenant, est-ce que vous pensez, alors vous avez l'air de penser, et vous n'êtes pas le seul dans ce cas, que des dispositifs de type label avec des tas d'indicateurs sont plus exigeants et plus performants. Et ça, je pense que alors c'est votre opinion et bien, et je la respecte à ce titre, mais je pense qu'elle est très questionnable. Permettez-moi un exemple facile et voilà, je m'en excuse à l'avance. Mais je me permets de vous rappeler que Orpea était parmi les entreprises du secteur des EHPAD les mieux notées sur les critères ESG, RSE. Et donc, je pense que ça soulève, ça démontre en tout cas, alors ça démontre au moins sur un exemple, que il est possible de remplir des tableaux d'indicateurs avec des résultats plus mirobolants que les uns que les autres, sans que pour autant les vrais enjeux et les vrais problèmes soient sous contrôle. Et donc, la question de l'efficacité du contrôle par les chiffres versus un contrôle par la gouvernance, car c'est bien ça dont il s'agit, hein, c'est d'un côté l'exigence et le contrôle par des indicateurs versus l'exigence et le contrôle par des dispositifs de gouvernance. On peut franchement avoir un débat sur quel est des deux le plus exigeant et le plus efficace. On a malheureusement de multiples exemples de situations dans lesquelles on a pu faire dire à des indicateurs et des chiffres des tas de choses qui masquaient la réalité. Vous connaissez peut-être la formule le mensonge par omission, le mensonge par action et le mensonge par tableur. Voilà, on peut aussi jouer avec faire dire ce qu'on veut aux indicateurs et masquer la réalité. Là, une fois encore, le principe de la société à mission, c'est vraiment que l'exigence et le contrôle viennent des processus de gouvernance qui sont mis en place et qui sont et qui ont certes pas pour lesquels il est difficile d'imposer une exigence de l'extérieur, mais qui ont en contrepartie une vertu majeure qui est celle de s'adapter strictement aux enjeux propres et spécifiques de l'entreprise concernée. Je suis pas sûr de vous avoir convaincu, mais c'est un débat. Non, j'étais pas pro label du tout, hein. Je citais un exemple de cadrage, mais je suis d'accord. Il peut y avoir des biais dans toute démarche d'évaluation. Dans les deux. Est-ce que c'était vraiment la question? Enfin, est-ce que ça répond à la question? Oui, enfin, ça répond à la question qu'effectivement, tout est dans l'authenticité ou la sincérité de la démarche de départ, en fait, et que si on veut biaiser, la démarche le permet aisément, puisqu'on est auteur soi-même de la définition des missions. Voilà. Permettez-moi de vous contredire quand même sur un point précis. Le rapport du comité de mission, il est signé par le président du comité de mission. Il n'est pas signé par le dirigeant. D'accord ? Et donc, s'il y a une mission bidon et que le président du comité de mission signe un rapport du comité de mission en disant c'est génial, c'est la responsabilité morale, hein, certes, elle n'est pas juridique, mais enfin, c'est la responsabilité du président du comité de mission qui est engagé quand même. Et donc, c'est un vrai dispositif de contrôle. Et croyez-moi, ça n'est pas un hasard si la quasi-totalité des sociétés de mission ont choisi la formule comité de mission, alors que 80% d'entre elles auraient pu choisir
la version référent de mission, parce que je suis allé vite, mais pour les petites entreprises, elles ont le droit de substituer le comité de mission par un référent de mission, et la quasi-totalité d'entre elles ont choisi d'avoir un comité de mission. Et c'est parce qu'elles avaient envie d'avoir un interlocuteur, enfin voilà, un organe de gouvernance collégial exigeant en face d'elles. Je sais pas, tu voulais poser une question avant que tu répondes. Tu pourras répondre aux deux. Enfin, c'est juste pour essayer de... Non, enfin, juste pour finir sur ça, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le chef d'entreprise qui décide de devenir une société à mission a la liberté de constituer un comité de mission, même s'il a moins de 50 collaborateurs, comme vient de le dire Alain, mais l'intérêt, c'est qu'il se challenge et qu'il donc nourrisse ce comité de mission par des expertises, des compétences extérieures. Être le président d'association, si elle veut travailler dans l'environnement, voilà, pour se donner justement ce challenge. Après, nous, en tant que vérificateur OTI, on regarde quand même la cohérence des moyens mis en œuvre. Évidemment, on ne va pas, on va pas challenger au bout pour voir les impacts, etc. Mais je pense que ça, c'est en construction et qu'à un moment, on se posera vraiment la question de ce qu'on appelle le réencastrement de l'entreprise dans une société, dans un collectif, pour que les impacts soient positifs. Aujourd'hui, on peut penser avoir une bonne action et en fait, cette action peut se révéler dommageable à une échelle un peu plus grande. Par exemple, vous auriez des collaborateurs, vous voulez les payer très très bien, vous êtes une grande entreprise sur un petit écosystème et vous surpayez par rapport au salaire médian sur un écosystème, vous avez juste créé une distorsion. Et l'action qui peut paraître vertueuse intramuros serait désastreuse extramuros, parce que ça va faire monter l'immobilier, etc. Pour ça, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils. C'est pour ça que je plaide pour les plateformes RSE et pour l'avènement des territoires à mission. C'est qu'on ait vraiment des comités éthiques de parties prenantes qui viennent nous dire si l'action que l'on pensait, même vertueuse, même soit en fait avec des impacts réellement positifs pour l'écosystème. Et ça, il faut encore institutionnaliser le territoire. Et c'est pour ça qu'il y a une démarche très politique aussi derrière. Mais politique au sens noble, hein, je veux dire. Voilà. Mon sentiment. Ouais. Moi, je voulais revenir sur le lien entre les coopératives et les entreprises à mission. Alors d'abord, je crois que j'ai raté, je ne sais pas si vous avez donné le chiffre, mais parmi les 1000 à peu près entreprises à mission à l'heure actuelle, combien sont des coopératives? Et il me semble qu'ici, enfin, justement, à propos du rapport avec l'écosystème local, au Pays Basque, il y a un peu plus de coopératives. Traditionnellement, il y en avait beaucoup. Il y a une époque où c'était peut-être la région de France où il y avait le plus de coopératives. Il y en a encore pas mal. Et a priori, il me semble que les coopératives ont ce sens quand même par définition presque quand même de l'économie sociale et solidaire dans son ensemble, l'intérêt général. Oui, il me semble qu'elles sont bien... parce que je réfléchis comment on pourrait faire naître plus d'entreprises à mission ici, mais il me semble que par le biais des coopératives, ça doit être possible. Alors j'aimerais bien savoir, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y en a qui font partie des 1000? Oui, oui, alors qu'il y en a, oui, oui. Alors, il y en a une qui généralement énerve tout le monde quand on la cite, ce qui me fait toujours un peu sourire, parce que moi, je ne suis pas au courant de tous les arcanes et des histoires internes aux coopératives, mais InVivo est à mission. Up, qui s'appelle, je ne sais plus qui a changé de nom, est également à mission. C'est ceux que je connais par cœur, mais il y en a d'autres. Donc oui, il y a aussi des coopératives à mission. D'ailleurs, il y a aussi des entreprises, il y a aussi des grosses coopératives qui ont des filiales commerciales classiques et qui utilisent la qualité société à mission pour répercuter, entre guillemets, les enjeux propres à la coopérative sur leur filiale commerciale. Et il y a des coopératives qui sont coopératives directement, au même titre qu'il y a des mutuelles qui sont mutuelles à mission. Et donc des coopératives à mission. Mais une fois encore, la définition de la coopérative n'intègre pas la mission de l'entreprise. Elle ne définit pas quelle est l'utilité qu'elle veut, comment elle veut être utile et à quel futur désirable elle veut contribuer. Le statut de la coopérative, ça définit, vous me corrigez, mais ça définit des règles, d'abord des règles de pouvoir, enfin de démocratie actionnariale, avec le principe une voix, une action, une voix. Enfin, elle définit, par définition, elle clarifie la relation entre
les actionnaires que sont les coopérateurs et leur statut de fournisseur qui sont en général vis-à-vis de la coopérative, mais ça ne répond pas forcément à la question de l'utilité de l'entreprise en tant que collectif d'action et d'innovation contribuant à un avenir, à un futur souhaitable. Et donc, ça n'est pas la même chose et c'est très complémentaire. Et c'est ce que les coopératives et mutuelles ou entreprises de l'ESUS d'ailleurs ont identifié, certaines d'entre elles, en devenant à mission. Je me permets juste sur les coopératives, je fais juste un petit insert parce que là, dans l'économie sociale et solidaire, on est quand même la coopérative née d'un besoin sociétal évoqué. Donc, c'est pas ça. Le principe d'une coopérative, c'est quand même on se met ensemble pour répondre à un problème que l'on a pu identifier. Donc, de base, la coopérative, il n'y a pas que l'aspect lucratif ou gouvernance, c'est que ça répond avant tout à un intérêt général, avant tout. Toute l'économie sociale et solidaire est fondée sur ces trois principes. Donc, bon, voilà, c'était juste par rapport à la coopérative. D'interroger Harmonie Mutuelle, qui est une mutuelle et qui a décidé de devenir à mission, par exemple. Il faudrait interroger ces gens-là pour voir ce que ça rajoute. Moi, je pense que c'est dans le terme de performance et de gouvernance. Voilà, mais je ne suis pas eux. Et donc, c'est vrai que ce serait intéressant dans un prochain épisode d'inviter ces gens-là. Je pense qu'il y a un ancrage territorial qui est important dans les coopératives. Oui, mais alors, je vous donne un conseil, si je peux me permettre. Il y a MGP qui est le sponsor de l'Aviron Bayonnais, qui est une mutuelle et qui est une mutuelle à mission. Donc, vous avez une question, monsieur. Alors, oui, une question, plutôt une affirmation. Moi, ce qui me semble important, c'est vraiment la raison d'être. C'est capital parce que, tout simplement, pourquoi j'existe. Ou alors, si j'existais pas, est-ce qu'il y aurait des manques? Oui. Par rapport à ça, j'ai une première question, c'est vos adhérents, donc les entreprises à mission qui adhèrent à votre association, est-ce que elles résonnent dans leur organisation en mode EFQM? Oui. Alors, EFQM, c'est... Je connais bien. Si c'est à moi que s'adresse la question, je connais bien tout à fait. Mais nous, non. Mais je vous laisse expliquer, alors bonne chance. Une fondation sur la qualité managériale, où en fait, mais ça date de 30 ans, hein, merci Jacques Delors à l'époque. Et les premiers questionnements, c'est des questionnements de raison d'être. Oui. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, qui me semble fondamentale, c'est, vous avez conclu sur ça, c'est la notion de territoire à mission. Parce que si on veut vraiment avoir de l'impact sur tous les sujets que nous avons en transition, il faut que chacun prenne sa part. Et j'ai envie de dire, peu importe si on est association, société, collectivité locale, artisan ou quoi que ce soit. C'est comment arriver à réfléchir, ça m'intéresse beaucoup, autour d'une raison d'être ou deux raisons d'être d'un territoire. C'est fondamental. Je pense qu'on va y venir. On n'est pas encore mature, mais ça me paraît absolument essentiel. Réfléchir à la raison d'être des territoires. Ça supposera un lourd travail, mais je crois que on peut penser territoire à mission en partant des sociétés à mission, mais le territoire en tant qu'entité doit lui aussi s'investir dans ce que c'est que sa raison d'être. Passionnant d'ailleurs, mais je pense qu'il faudra y venir. Qu'est-ce que le territoire? Oui, alors bon. Ça, vous avez 2 heures. Et moi j'ai une question candide à poser, parce qu'il en faut quand même des candides, et il y en a une dans la salle, c'est moi. Si on doit essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas au fait du tout, comme c'est mon cas, des entreprises à mission, comment vous expliqueriez de façon simple quel est l'intérêt économique, environnemental, etc. Est-ce qu'une structure associative, par exemple, peut interpeller une entreprise à mission sur une mission qu'il s'est donnée? C'est ma deuxième question. Donc, quel est l'intérêt pour l'entreprise d'être entreprise à mission? Je dirais l'intérêt premier, hein, pas philosophique. Et la deuxième chose,
est-ce qu'une structure de l'ESS peut venir interpeller une entreprise à mission sur une des missions qui correspond, je prends l'environnement, les entreprises de recyclerie ou autres qui viendraient interpeller une entreprise à mission dont la mission serait, si je prends Total, de venir compenser toutes les saloperies qui coûtent dans le Nord. Est-ce que ma question est claire? Non, parce que je suis un peu... Alors, oui, elle est claire. Alors, je vais essayer. Il y en avait toute une série de. Je suis pas sûr que je vais réussir à. En tout cas, je vais commencer par la dernière parce qu'à la limite, si je peux me permettre, c'est la plus facile. Dans la mesure où une entreprise à mission a inscrit sa mission dans ses statuts, la valeur entre guillemets de loi pour elle. Et donc, oui, n'importe quel tiers, et c'est ce qu'on appelle l'opposabilité. C'est le principe d'opposabilité, c'est-à-dire que la mission est opposable à l'entreprise au même titre qu'elle est opposable aux actionnaires de l'entreprise, notamment par le dirigeant, potentiellement. Et donc, oui, elle est parfaitement opposable. Donc, vous pourriez imaginer une association qui interpellerait, pour le dire gentiment, une entreprise sur la base d'un éventuel non-respect de sa mission. Maintenant, alors, sur le plan pratique, donc la réponse est oui. Voilà, ça ne peut pas être plus simple. Maintenant, une nuance à apporter quand même. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous considérez déjà le droit le droit de l'environnement, le droit de la concurrence, etc., très sincèrement, je pense qu'une association, par exemple, qui voudrait interpeller une entreprise, trouverait probablement plus facile de s'appuyer sur le droit de l'environnement, par exemple, que d'aller essayer de démontrer à une entreprise que l'action qu'elle a menée n'est pas conforme à sa mission. Je pense que sur le plan juridique, ça serait plus facile. Mais sur le plan pratique juridique, ça serait plus facile. Mais en tout cas, sur le plan juridique théorique, c'est absolument possible. Alors, à quoi ça sert de devenir entreprise à mission? Pour le faire en une phrase, je vais forcément rester un peu philosophique, hein. Mais de manière synthétique, c'est fondamentalement le fait de devenir entreprise à mission, ça permet de donner une valeur juridique à des engagements que prenne l'entreprise sur la manière dont elle veut contribuer à l'avenir, indépendamment et au-delà des considérations d'ordre financier. C'est-à-dire, en clair, ça reformule le fait que l'intérêt collectif d'une entreprise n'est pas de faire du profit. Le profit n'est pas l'objectif. Le profit est une obligation, une contrainte de viabilité. Mais une entreprise, c'est avant tout un collectif d'actions qui doit contribuer à un avenir plus désirable. Mais vous voyez, je suis resté philosophique. Sur la raison d'être, l'importance de la raison d'être, oui, vous avez raison. Maintenant, moi, à l'inverse, avant de vous parler du FQM, une entreprise qui déciderait simplement d'inscrire sa raison d'être dans ses statuts et qui s'arrêterait là, je ne pourrais m'empêcher de lui poser la question suivante. Si pour vous c'est du sérieux votre raison d'être, alors vous devez l'accompagner d'engagement. D'accord? Et si vous voulez être sérieux dans vos engagements, alors vous devez rendre compte de la façon dont vous respectez vos engagements. Donc, si vous êtes sérieux avec une raison d'être, vous devez l'accompagner d'engagement et d'objectifs et vous devez l'accompagner d'un dispositif qui vous permette de rendre compte de la façon dont vous le respectez. Et il ne vous aura pas échappé que je viens de décrire la société à mission. Voilà. Alors, ensuite, dernière pirouette, parce que là, on est un peu dans le registre pirouette cacahuète. Alors, sur le FQM, moi, je suis touché parce que je suis très ému parce que hélas, je ne suis plus si jeune. Et la dernière fois qu'on m'a parlé du FQM, c'est quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune et que j'ai travaillé dans la sidérurgie, qui était très motivé par le FQM. Et donc, je croyais que ça avait complètement disparu. Et donc, ça me touche de voir qu'il y a encore des gens qui connaissent. Ça m'a fait un petit coup de jeune, voilà, c'est très sympa. Non, je ne crois, en tout cas dans le monde des entreprises que je fréquente à travers les sociétés à mission, je ne crois pas que le modèle de l'EFQM soit devenu un modèle très dominant et donc constitue une référence. Je ne sais pas s'il faut le regretter ou pas, mais enfin, je ne crois pas que ça soit devenu un modèle majeur, en tout cas dans la représentation des entreprises que se font les dirigeants. Est-ce que j'ai répondu à tout? Je ne sais pas, j'espère. Alors, il y a une autre question de madame. Alors moi, c'est juste pas une question, c'est juste un partage d'expérience que je fais. Attention, hein, je suis pour les entreprises à mission, il n'y a pas de sujet. Mais il n'y a pas que les entreprises à mission qui ont une raison d'être.
ont des objectifs et qui remplissent leurs objectifs. Il y a des entreprises qui ont une vraie démarche RSE sans être entreprise à mission. On parlait des coopératives tout à l'heure. Donc voilà, c'est un autre engagement, l'entreprise à mission. C'est effectivement ce que disait monsieur, c'est de l'inscrire dans ses statuts et d'y mettre une valeur juridique. Mais voilà, je rencontre, et heureusement, des jolies entreprises, notamment sur le territoire, qui engagent une vraie démarche RSE avec des objectifs qui y répondent, qui ont un vrai impact et qui ne sont pas entreprises à mission. Donc voilà. Est-ce que je peux rajouter juste pour ça, c'est que à l'heure actuelle, on voit beaucoup de démarches RSE, enfin, une mise en droit des démarches RSE que l'on va qualifier de mission. On voit ça, on voit un flou parfois entre la démarche RSE, la démarche de mission pour une entreprise. Et là, Alain va rebondir. Mais avant qu'Alain rebondisse, parce qu'il est très au fait de ces questions, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose qui me tient à cœur, c'est que pour moi, la démarche RSE, parce que le fondement de la RSE, c'est l'éthique, d'agir au mieux dans un contexte. Alors que la mission, parce qu'elle est nourrie de la raison d'être et de cette singularité dont on a parlé tout à l'heure, on a un esprit qui va traverser les contextes. Et la mission va s'exprimer quel que soit le contexte. Alors que la RSE, c'est mieux dans un contexte. C'est là la nuance que je fais. Et donc, bien sûr, quand je regarde le rapport d'un comité de mission, je vais bien sûr regarder le rapport RSE, mais moi, je vais chercher justement la distinction. On peut avoir une mission comme réduire les pauvretés, et quel que soit le contexte, et quel que soit le pays, le siècle, on voudra assumer sa mission et on aura des indicateurs par rapport à ça. Alors que la démarche RSE, ce sera à un moment donné, en un lieu donné, où on va essayer d'agir au mieux dans son contexte. Moi, c'est comme ça que je regarde les choses. Et tant mieux si vous les regardez comme ça, mais après vous êtes... Est-ce que je peux avec le amener... milieu, les OTI ne raisonnent pas tous forcément pareil non plus quand ils auditent des entreprises à mission, quand ils les contrôlent, quand ils valident les objectifs. C'est pour ça que je fais le parallèle avec monsieur. Il y a des dérives de partout, dans tous les domaines, y compris dans celle-là. Et je pense qu'il ne faut pas non plus négliger les efforts de certaines entreprises qui ne veulent pas rentrer dans le contexte d'entreprise à mission et qui ont quand même un bel impact, même si je suis pour les entreprises à mission. Et même si elles rentrent dans une démarche RSE, elles le font aussi avec leurs parties prenantes pour avoir un impact sur leur territoire. Elles ne raisonnent pas forcément que par rapport à un instant T. Elles ont une vision aussi à apporter dans tout l'écosystème. Voilà. Les démarches RSE est marketée aussi. Alors, je crois que ça serait dommage d'opposer RSE et société à mission. D'abord et fondamentalement parce que ce sont des approches qui me semblent extrêmement complémentaires et de plus, j'ajouterais dans la pratique, les dirigeants des entreprises qui sont engagés dans l'une ou l'autre voie sont généralement très sincères et leur démarche ne peut être que saluée. Et ce que je voudrais essayer, peut-être en une minute, je vous promets, après pas plus, essayer de clarifier en quoi c'est différent et en quoi c'est complémentaire. Et donc justement pour sortir d'une opposition qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. C'est pas dans l'opposition, absolument. Non, j'entends bien. Je dis pas du tout. J'essaye, je voulais juste nourrir la réflexion, pas plus que ça. Mais c'est plutôt, voilà, je voulais juste renforcer, dans le sens, tout à fait dans le sens de ce que vous avez dit, madame, renforcer plutôt cette complémentarité. Derrière la mission et la RSE, il y a fondamentalement une idée commune. Qui est un petit peu celle que je disais en introduction, c'est-à-dire les entreprises ont démontré par leur efficacité et par leur capacité d'innovation une capacité à transformer nos sociétés au sens le plus large du terme sans équivalent. Et donc, il y a cette idée fondamentale que les entreprises, elles ont ce pouvoir de transformation de nos sociétés. Et donc, se pose immédiatement la question de comment est-ce qu'elles peuvent exercer ce pouvoir de manière responsable. Vous connaissez la formule, avec le pouvoir vient la responsabilité. Et donc, exercer ce pouvoir de manière responsable, en fait, il y a dans le fond deux façons d'y répondre. La première, c'est en s'interrogeant sur qu'est-ce qu'elles veulent faire de ce pouvoir. Ce pouvoir, elles veulent faire, c'est pour faire quoi? Et ça renvoie donc à l'utilité de leur entreprise. Et vous avez compris que la mission, elle cherche à répondre à cette question, donc à clarifier au service de quoi les entreprises vont mettre ce pouvoir d'innovation et de transformation. Ça, c'est une première façon d'y répondre. Et puis, il y a une deuxième façon d'y répondre, à la question de la responsabilité dans la manière d'exercer le pouvoir. C'est précisément dans la manière dont elles agissent, dans leur pratique.
Et là, on a aujourd'hui, et là, on touche à la RSE, c'est-à-dire on touche au fait qu'il y a un certain nombre de pratiques que collectivement, la société reconnaît comme valables ou pas. Et ça permet de définir des bonnes pratiques. Et donc, je rappelle, enfin, je prends souvent cet exemple, là encore, peut-être va-t-il sembler paradoxal ou provocateur, mais la notion de pratique responsable, elle a évolué dans le temps. Et je prends toujours l'exemple du travail des enfants. Dans les années 1820 en France, le travail des enfants, ça posait de problème à personne. Puis un jour, ça a commencé à en poser, puis un jour, c'est devenu une tolérance, et puis un jour, c'est devenu interdit, et puis c'est aujourd'hui strictement interdit en France. Bon, eh bien, là, d'une certaine manière, la RSE, c'est pareil, ça définit ce que collectivement, nous, citoyens, considérons comme des bonnes pratiques. Et les deux dimensions sont absolument complémentaires. Parce qu'une entreprise qui aurait une magnifique intention et des pratiques irresponsables, ça serait insupportable. Et inversement, une entreprise qui a, et ça c'est des exemples réels, qui a une utilité qu'on peut questionner, c'est pas parce qu'elle a des belles pratiques au quotidien que c'est satisfaisant. Donc évidemment qu'il faut les deux. Et donc à ce titre, c'est vraiment enfin voilà, c'était évidemment complémentaire. Ok. Donc on va peut-être voilà, clore parce que en fait, non, ça permet de rebondir sur maintenant un exemple, Monsieur Carvet, d'une Malheureusement, je vais devoir vous abandonner. Vous vouliez nous abandonner. Je ne sais pas si on vous libère, mais on vous remercie surtout. Merci, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et auriez-vous la gentillesse, est-ce qu'on pourra transmettre votre PowerPoint? Absolument, je vous le ferai Pour passer. tous ceux qui le souhaiteront, il suffira de nous le demander. N'hésitez pas, je vous le fais passer. Merci beaucoup à vous et bonne fin de réunion. Au revoir. À vous également, bonne fin de soirée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui venait d'arriver de l'IAE de Pau et qui... Elle disait merci, pardon. Alors. Eh bien, je vais dire bonsoir à tout le monde, parce que c'est pas un moment quand nous sommes tous ensemble. Je vais me présenter quand même rapidement. Alors, un peu fort, parce que ouais. toujours tendance. Vous m'entendez en visio? C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, moi, je suis de formation supérieure en logistique aéronautique. Donc, j'ai travaillé 22 ans dans l'aéronautique, donc j'ai fait des avions. Voilà, c'était passionnant et j'ai mal tourné. Je suis rentré dans les organisations patronales. Une première qui était l'organisation patronale de transport routier européen. Donc, j'ai travaillé énormément sur le dernier kilomètre, sur les carburants, les nouveaux carburants. Et maintenant, ça fait plus de 6 ans maintenant que je travaille à la Confédération des petites et moyennes entreprises. Ça, c'est mon métier. Grâce à ce métier-là, depuis 6 ans, j'ai côtoyé énormément de chefs d'entreprise. Et mon métier doit être une éponge. En fin de compte, je prends les difficultés des chefs d'entreprise, je regarde le milieu économique et social auquel on vit. Et puis, effectivement, on voit que la société évolue, puisque maintenant, c'est plus difficile de recruter qu'à un moment. Aujourd'hui, c'est pas le chef d'entreprise qui choisit, c'est plutôt le salarié qui est en train de choisir. Voilà, aujourd'hui, vulgairement. Mais, mis à part ça, on s'est rendu compte, et surtout avec le Covid, et dans l'actualité, on s'est rendu compte qu'il y avait une violence cachée qui nous est arrivée à la figure. Et j'ai créé Luciole. Donc, Luciole est une application numérique à télécharger sur tous les supports informatiques des entreprises, je préviens, des entreprises, associations ou mairies, pour lutter contre les violences intrafamiliales. Donc, je fais rentrer, si vous voulez, une idéologie, entre guillemets, et un statut d'une femme, puisque c'est 98% de femmes qui subissent des violences intrafamiliales, il y a quand même 2% d'hommes, sur une difficulté économique. Voilà. Si je fais une analyse vraiment froide et économique, une femme qui subit des violences administratives, sexuelles, tout ce que vous pouvez imaginer dans le quotidien, c'est l'absentéisme, erreur au travail, accident de travail, arrêt maladie, et ça peut aller au licenciement. Licenciement qui a un coût pour l'entreprise. Tout ça a un coût pour l'entreprise. Vous allez dire, je suis grossier, mais économiquement, c'est factuel. De l'autre côté, l'aspect sociétal. Je me suis dit, mais pourquoi une personne qui subit quelque chose à la maison peut être désocialisée parce qu'elle travaille, elle est autonome,
et parce que c'est compliqué. Enfin, moi, en tant qu'homme, quelle attitude j'aurais si je voulais faire une femme avec des bleus? Est-ce que je lui demanderais, elle m'enverrait peut-être balader? Est-ce que j'irais plus loin? Pas. Est-ce que je suis un brave ou un lâche? 98%, nous sommes des lâches sur la situation, puisque si tous les voisins feraient leur boulot, déjà, ça se passerait mieux. De ce fait, je me suis dit, ben, et si cette application pouvait rentrer dans les entreprises, le chef d'entreprise met au service de tous ses salariés la possibilité de déclencher une alerte via tout le monde associatif qui s'occupe des femmes battues, des hommes, voilà, puisque ça arrive également, et aussi dans la société, plus en région parisienne, c'est ce que j'ai appris par rapport à toutes les études qu'on a pu faire et tout ce que j'ai pu lire, dans le monde homosexuel homme. À Paris, c'est une violence assez extrême et répandue. De ce constat-là, je me suis dit, ben, si on met quelque chose en place, ça rentre pas dans la RSE complètement, mais c'est en parallèle, puisque la RSE, aujourd'hui, pour les entreprises, ils ont une obligation de mettre en place sur leur document unique quelque chose qui est sur lutter contre les propos sexistes et harcèlement sexuel. Moi, je suis en train d'intégrer un problème qui vient de l'extérieur, mais qui a un impact dans l'entreprise, pour tous les salariés. Je fais fonctionner de la manière suivante économiquement, parce qu'il faut en parler. C'est un abonnement, c'est 50 euros par mois, quelle que soit la taille de l'entreprise, donc 600 euros hors taxes par an. Et moi, cet argent-là sert à quoi? C'est là où c'est pour ça que je suis ici ce soir, en fin de compte. C'est que cet argent, bon, déjà, va servir à embaucher pour notre structure, mais aussi de financer tous les projets des associations qui sont dans notre, vulgairement, excusez-moi le terme anglais, dans notre dashboard, parce que nous, on est simplement là pour avoir mis en place une application, et les associations, lorsqu'une personne va faire la démarche, va recevoir une notification pour une prise en charge. C'est totalement confidentiel, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, lorsqu'il installe ça, il ne saura jamais que c'est utilisé, il n'y a aucune trace informatique. Donc on a travaillé avec l'intelligence artificielle pour vraiment garantir ça, et en plus juridiquement, nous avons travaillé avec le procureur de Bayonne, avec le commissaire adjoint de Bayonne et les services de la préfecture sur l'égalité homme-femme. Donc on n'est pas parti comme ça, n'importe comment, on a voulu quand même que l'État soit là. Et cet argent, comme je vous parlais, l'aspect financier, sera, nous, pour financer les projets des associations. Et on veut aller plus loin, puisque aujourd'hui, je rencontre des mairies, et les mairies, il y a un coût. Alors, j'ai aussi une troisième casquette que tu n'as pas dit, mais je suis élu à Cambo-les-Bains. Et les logements d'urgence, c'est une catastrophe, on va dire, partout dans nos communes, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et encore moins pour ces femmes avec ces enfants. Parce que la difficulté, c'est de pouvoir. Une femme part, si elle est seule, ça va, ou si elle a la famille pour accompagner cette personne, ça va, mais lorsqu'il y a les enfants, c'est très, très, très compliqué. Et de surcroît, elle peut partir 3 mois, 4 mois de la maison, mais arrivé à un moment, il faut bien libérer, parce que c'est comme ça, la chambre d'hôtel qui a été prise en charge par les associations et par les aides gouvernementales, mais après, il n'y a plus rien. Donc nous, c'est aussi de travailler, donc cet argent avec les abonnements des entreprises, c'est de rénover des logements en partenariat avec Action Logement pour pouvoir loger ces femmes et ces enfants le temps qu'il faut pour se reconstruire et trouver sa stabilité. Donc voilà le projet tout simplement. Donc vous voyez, c'est une idée simple. Et lorsque on a commencé à travailler sur le sujet, on s'est dit, on a peut-être pensé à inventer l'eau tiède, hein, parce que ça arrive, vous savez, et combien ont eu la meilleure idée du monde, soi-disant, et ça existe depuis 10 ans, à droite, à gauche, ça n'existe nulle part dans le monde, en clair. Donc aujourd'hui, on a créé ça au Pays Basque, on a lancé Luciole fin juin, donc on va pas dire que c'est la période la mieux adaptée pour développer, on va dire, le produit, puisque c'est un produit. Sauf qu'on a déjà sur le Pays Basque plus de 2000 salariés qui en bénéficient. On a signé avec le groupe Ramsay, on a signé avec la clinique d'Amad, et puis on s'est pris courant juillet des contacts avec les États-Unis. Et la Californie est intéressée, donc on a une personne là-bas qui est en train de développer aussi en Californie, qui n'était pas du tout prévu, et ce qui n'était pas du tout prévu non plus. Moi, je m'attendais à avoir des TPE et des PME du Pays Basque venant vers nous en disant l'idée, elle nous plaît, et puis aussi c'est une démarche qui est sociétale et c'est un plus. On a dit pour le recrutement, les gens font attention à ça, et puis aussi quelque part, elle est sociétale, mais aussi un fait de société. Voilà.
Et aujourd'hui, je ne suis pas confronté, mais je suis en train de négocier, parce que c'est pas un secret, avec la BNP Paribas, le siège, la Société Générale, avec un fast-food, un des plus grands du monde, avec une chaîne de magasins de sport. Donc, on se prend ça, en fin de compte, on voit que les très très grosses entreprises, comme on a pu voir un petit peu dans le détail là, pour une très grosse entreprise, de suite, ils se disent, nous on veut ça. Donc, alors par exemple, c'est McDo, en clair. McDo, je leur ai dit, mais ouais, en fait, mais vous, entreprise, vous avez près de 1500 magasins, qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre de choses? Ça nous apporte qu'on fait attention à nos salariés. Et non seulement ça nous apporte d'avancer encore un peu plus sur nos salariés, mais également pour démontrer qu'à nos sous-traitants, on travaille sur le social chez nous. Et ça sera, et à notre grande surprise, hein, je vous assure, ça sera un critère pour tout appel d'offres de voir si nos sous-traitants vont rentrer dans une démarche sociétale telle que celle-ci. Bon, ok, c'est nos prescripteurs, pas mal, hein, quelque part. Maintenant, à nous de faire le job. Ça, si vous voulez, on parle, on mélange un petit peu le business et le social. Euh, Moi, aujourd'hui, bon, je suis là devant vous. Le but du jeu, c'est de pouvoir embaucher, mais d'embaucher des gens qui ont la même philosophie que moi. C'est-à-dire que le plus important, c'est la vie des gens. Voilà, en clair. Si cette idée m'est venue, elle ne m'est pas venue pour faire du pognon, elle m'est venue sur le fait de la considération de certaines personnes qui sont licenciées et qui se retrouvent dans la précarité. 70% des femmes qui sont licenciées, je me dis bien 70% des femmes, se retrouvent dans la précarité. C'est-à-dire qu'ils dorment dehors. Et je me dis, c'est des femmes qui avaient un travail, qui avaient des compétences, et elles sont détruites. Elles sont détruites à cause de, passez-moi le mot, je m'excuse, mais j'ai pas d'autre mot, d'un salopard qui profite malheureusement de sa force, pas de son cerveau, mais de sa force, pour détruire d'autres personnes. Et moi, je me suis dit, bon, ben, on va y aller, on va voir ce que ça donne, on va voir comment les entreprises peuvent réagir à ça. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt, un engouement? Mais ce qui plaît dans ce projet, c'est réellement le fait que moi, je ne suis pas là pour faire du fric, j'ai mon boulot, je gagne ma vie. C'est vraiment de pouvoir déjà créer des gens et les embaucher, et puis aider les associations en leur donnant plus de moyens, parce que bah, forcément, quand on a des associations comme Aterbea ici au Pays Basque ou l'UVI, bah, c'est un peu compliqué. On travaille aussi avec les CDIFF, hein, on travaille aussi avec la Fédération nationale de lutte contre les violences intrafamiliales, mais qui sont en partie financées par le gouvernement. Mais nous, sur chaque département, on a quand même des niches ou des gens qui s'investissent sur le sujet et qui ont du mal, ou à TRBA, ils ont besoin d'acheter un véhicule, c'est la croix et la bannière. Et donc, nous, si on peut, de notre côté, grâce aux entreprises, grâce on va dire, une démarche économique du chef d'entreprise, aider par ricochet tout cet aspect sociétal, eh bien, on y va. Voilà, donc on est en plein développement. On ne cherche pas à comprendre. Travailler avec la police, comment ça se passe Alors, non, parce que l'application, simplement, c'est je suis devant mon ordinateur, devant ma tablette professionnelle, puisque les bourreaux regardent un petit peu le téléphone et autres de la personne. Tout ce qui est professionnel, c'est une application qu'on télécharge. Voilà, il y a une icône. Vous cliquez dessus, vous marquez votre nom, votre prénom, etc. Où vous habitez. Est-ce que vous voulez être contacté le lundi, mardi, mercredi, à quelle heure et à quel endroit? Vous envoyez ça, mais c'est crypté. Donc ça s'en va dans un cloud sécurisé. C'est le même cloud que nos données de santé aujourd'hui. Une fois que c'est arrivé dans ce cloud, il y a une notification qui arrive aux associations concernées. Proche du domicile, si la personne effectivement elle a déclaré qu'elle veut être prise en charge proche de son domicile ou de son lieu de travail ou autre. Elle veut être rencontrée sur un parking d'un grand magasin ou un parking tout court. Ça, c'est l'algorithme qui fait tout ça. Je suis une femme avec des enfants, ça ne va pas aller à une association qui s'occupe de femmes sans enfants, par exemple. Voilà, on a affiné les choses. La notification arrive chez les associations concernées.
S'il y en a 3, les 3 vont recevoir la notification. La première association qui ouvre en disant je prends en charge, ça s'efface chez les autres. Il y a une confirmation quand même en disant je prends en charge, ok, mais je confirme la prise en charge. Et seulement là, l'association peut voir l'identité de la personne. Nous, de notre côté, on n'aura jamais l'identité de la personne. On ne va rien connaître. On va connaître le département. On va connaître si c'est une femme ou un homme, si c'est un homme avec des enfants ou une femme avec des enfants, c'est tout. Ça, c'est ce que le procureur nous a demandé parce qu'il aura besoin de data, si vous voulez, tout simplement, pour savoir où on va. Pour vous donner un petit peu la projection de ce qui se passe aujourd'hui sur le BAB, le premier trimestre de cette année, c'est 24,7% d'augmentation de violence intrafamiliale sur le BAB. C'est 180 cas. Alors, c'est pas 180 viols, hein, c'est 180 cas de violence psychologique, physique, administrative, etc. Et donc, si vous voulez, le message se passe comme ça. Une fois que c'est rentré, que l'association prend en charge, moi, j'ai fini mon travail. Voilà. Je suis simplement, vulgairement, un passeur de ballon, quoi, quelque part. Voilà. Il y a quelqu'un qui a un problème, elle balance le ballon à une association et l'association fait son job. Je suis pas là pour interférer sur le fonctionnement de ces personnes-là, parce que ça fait des années et des années qu'elles travaillent sur le sujet. Elles ont vraiment les compétences, parce qu'on les a toutes rencontrées, hein. Donc, elles prennent en charge cette personne. Et après, ben, effectivement, il y a peut-être qu'elles portent plainte, peut-être qu'elles ne portent pas plainte. 48% seulement de personnes portent plainte. La personne qui vous a contacté, elle a l'adresse mail quoi, pour faire savoir si elle a suivi les- Non, non, non. Elle a un icône, madame. Vous avez un smartphone? Quand vous cliquez, je vais voir la météo. Vous cliquez sur la météo, vous avez quelle météo? Vous avez la météo d'ici, parce que vous l'avez rentrée. D'accord? Ben là, vous cliquez sur un icône, et là, vous avez l'arborescence de marquer votre nom, votre prénom. Je suis une femme avec des enfants, et on a quelques critères de renseignement. Et une fois que vous avez fait envoyer, nous, les associations qui se sont inscrites dans notre démarche, reçoivent le message. Voilà, tout Mais simplement. ni le chef d'entreprise, ni la structure n'aura l'information. Voilà. Personne ne l'a. Violence administrative, qu'est-ce que... Violence administrative, c'est on retire la carte bleue, on retire les papiers, voilà, parce que ça existe, malheureusement. Donc la femme est complètement soumise. Et un particulier peut utiliser l'application Alors, nous, on a travaillé essentiellement sur l'aspect des entrepreneurs et associatif, c'est-à-dire qu'on peut décliner, par exemple, vous avez un club de hand de jeunes filles, pourquoi pas mettre quelque part l'application sur s'ils ont un support numérique parce que peut-être un mec tordu qui regarde les filles bizarrement ou regarder dans les douches, enfin, j'extrapole, mais ça peut arriver Mais c'est plus de la violence intrafamiliale. c'est plus de la violence intrafamiliale, mais je veux dire, pour les associations, on peut trouver un dérivé par rapport à ça, comme les rencontres avec les mairies. Les rencontres avec les mairies, ça peut être pour les salariés, mais toutes les femmes ne travaillent pas, comme tous les hommes ne travaillent pas, mais ils peuvent subir des violences. Et une femme peut dire, prétexter de dire, je dois aller chercher des papiers administratifs. Et la mairie met en place quelque part un endroit qui est assez discret pour pouvoir faire une déclaration et une prise en charge, des choses comme ça. Juste un petit aparté par rapport à ça, depuis la loi du 1er mai 2020, au niveau des collectivités locales, vous avez un décret qui s'appelle AFDAS, Acte de violence, discrimination, harcèlement moral sexuel, agissement sexiste, hein, qui fait obligation, Oui. quelle que soit la taille de la collectivité, à mettre en place un processus de signalement. Mais c'est dans le cadre du travail. Exactement, ça c'est une obligation légale. Tout à fait. Par contre, ça c'est super intéressant parce que quand tous ces signaux faibles qu'on ne capte pas Non. et quelque part, on voit après coup peut-être dans la relation de travail, je pense que il y a un intérêt pour les collectivités locales à s'inscrire dans ça. Alors après, j'ai de tout, si vous voulez. Il y a des entreprises qui prennent parce qu'ils se disent, c'est sûr, on a des problèmes. Enfin, j'ai regardé combien vous avez. Il y a 2 femmes ici, statistiquement en France, une femme sur 10. Donc, je crois que vous êtes 12 femmes, je crois. Donc, alors j'espère que c'est 0 aussi, mais si vous voulez, en France, c'est une femme sur 10. Alors, on a communiqué par voie de presse, sur les réseaux sociaux.
Et puis après, si vous voulez, aujourd'hui, je fais. Bon, Luciole, ça me prend des moments le matin, ça me prend le week-end, ça me prend tard le soir. C'est en plus de mon boulot. Voilà, donc, enfin, c'est une volonté de développer cette appli, mais au service d'eux. Donc, enfin, ça va à la vitesse d'un bonhomme aujourd'hui. Le jour où il y a les moyens, ça ira à la vitesse de deux personnes qu'on aura embauchées et ça ira vite. Ouais, voilà. C'est pas si compliqué, mais peut-être avec vous. Un peu plus. Et- Pardon. Comment se fait la démarche pour qu'en interne, le message passe? Parce que, OK, il y a peut-être des managers, des dirigeants, ils sont OK, ils déploient l'appli un peu partout. Mais comment ça va jusqu'à la personne concernée, en fait? Bah, écoutez, une femme, pour qu'elle se déclare subissant des violences, statistiquement, elle y pense 7 fois avant d'agir. Et ça peut être qu'une démarche individuelle, sauf cas extrême de dire, j'ai compris, je vais revenir après, de dire à une amie qui travaille, voilà, je suis violenté, j'ai pas le courage même d'écrire, fais-le. Aujourd'hui, et par rapport au fait de ce que vous disiez sur le manager qui est d'accord pour prendre ça, mais d'inciter, enfin, c'est que de la pédagogie, c'est aussi le fait de dire que elles ne doivent pas, enfin, parce que c'est un aspect de honte pour ces femmes-là psychologiquement, et ça, il faut que ça change. Il faut que ça change, comme dans la société, on dit ben, travail égal, salaire égal, homme-femme. Voilà. Même droit d'une femme qu'un droit que l'homme. Voilà. Et bien là, c'est pareil, c'est de dire bon, faut arrêter. Euh, c'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait. Donc, s'il se passe quelque chose, faites cette démarche. Après, c'est très compliqué, c'est l'être humain, c'est psychologique. Donc, il y a des femmes qui, vulgairement, une mauvaise réflexion, elles vont quitter leur mari. D'autres, une claque, elles vont quitter leur mari. Mais d'autres, non. Et entre vous toutes ou même moi, je dirais, on n'aura jamais la même réaction sur un aspect de violence. Donc nous, on discute souvent, le chef d'entreprise, il est super OK pour prendre. Et souvent, lorsqu'il y a une entreprise avec un CSE, il me dit, ou vois le CSE, parce que j'ai pas envie qu'ils me disent que je vais fliquer ou je vais savoir ce qui se passe ou l'état de ma société, enfin de mon personnel. Donc je rencontre les CSE ou des syndicalistes en leur expliquant. Bon, pour eux, le plus important, alors la démarche sociétale, ils adhèrent, le plus important, c'est vous nous confirmez que c'est confidentiel, que personne ne saura. Oui, oui. Et c'est vraiment là-dessus. Vous voyez, on a mis la clinique Ramsay, ils ont mis des affiches partout en disant voilà, Luciole ceci, Luciole cela. Et donc, on a expliqué, mais on ira réexpliquer autant de fois qu'il le faut, parce que, ben, écoutez, enfin, il n'y a pas de secret. On n'est pas là. Moi, c'est pour ça que je suis très à l'aise aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a dit, même si c'est une SAS. Hein. Je suis pas là pour faire du pognon. Alors, il y a des gens qui vont dire, eh, lui, il est un peu barré, il est le seul qui fait une SAS pour pas gagner de pognon. C'est de gagner assez d'argent pour avoir une structure et pour pouvoir financer les autres. Donc, vous savez, lorsqu'on a fait ça, après, on peut être heureux dans sa vie. Hein. Se regarder dans une glace, et je préfère avoir fait une démarche comme ça que d'avoir violé une femme ou voler une banque, hein, quelque part. Donc, ça m'arrivera peut-être, je sais pas, de voler une banque. Alors, William, et puis après, il y aura une question aussi. Ah, pardon. Juste pour préciser, Florence indique pour tout le monde, pour les Oui. particuliers, numéro le 3919. Oui, il y a le 39 Ah oui, par rapport à. Oui, d'accord. Alors 39-19, il n'y a pas que ça. 39-19, pour tout vous dire, c'est plus de 60 000 appels par an. Et c'est 20 000 cas traités, parce qu'il y a des personnes, et c'est pour ça que le numérique, enfin moi quand j'ai eu le 39-19, et j'ai rencontré des femmes hein, qui avaient subi ça, elle m'a dit, moi, comment veux-tu? Je ne peux pas en parler à mon manager, je ne peux pas en parler à mon chef d'équipe, je ne peux pas en parler à ma sœur, je ne peux pas en parler à mon frère. Comment veux-tu que je téléphone? Et souvent, ça peut être une voix d'homme. Oui, qu'est-ce qui vous arrive? Et bien, elle raccroche. Et je me suis dit, bon, ma foi, pour une fois que le numérique, plutôt que d'inciter à la haine, etc., peut sauver des vies, on s'est dit, ben, on va travailler sur le sujet. Et voilà, tout simplement. Et ça fonctionne, je dirais. Ça commence progressivement à rentrer dans, 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 dans l'économie et dans le sociétal. Il y a Radio France qui est intéressé pour mettre ça dans toutes ces stations France Bleu, vous voyez. Il y a Pôle emploi qui est intéressé pour mettre
pour les salariés et ils se sont dit, ben, les personnes qui cherchent un emploi, pourquoi pas mettre à disposition. Donc, il y a beaucoup de connexions qui sont arrivées que je n'avais pas imaginé dès le départ. Et c'est positif. Parce qu'on- Toujours plus fort, s'il te plaît, William. Partirait du développement de votre entreprise, justement, quelle est votre vision du après, c'est-à-dire une fois qu'il a bien fonctionné, qu'il a atteint un peu son point de sortir avec un Mhm. c'est justement dire que le but, c'est pas d'en faire une fois, mais C'est vrai. de distribuer ça là-dessus. Est-ce que vous avez C'est déjà écrit. C'est déjà écrit sur nos statuts. C'est-à-dire que sur nos statuts, moi j'ai dit clairement, on va faire payer un abonnement et après on ira batailler avec les ministères pour qu'ils aient peut-être des allègements de charges et autres. Ça, c'est autre chose. Mais sur nos statuts, c'est on va aider les associations à tout projet pour les financer. On va également financer des rénovations de logements avec Action Logement pour pouvoir mettre ces personnes-là dans des logements d'urgence. C'est écrit noir sur blanc. Et je peux vous dire que lorsqu'on a écrit ça, c'est avant qu'on se rencontre. Voilà. Malheureusement, Euh, c'est notre émission. ouais, j'économise un peu. Non, non, mais c'est avant qu'on se rend compte, mais c'est bien aussi de s'entourer des gens qui ont une compétence. Je n'ai pas toutes les compétences par rapport à ce qui est écrit aujourd'hui. Peut-être le jour où je fais voir à Sandra mes statuts, elle va me dire, c'est bien ce que tu as écrit, mais faut être un peu plus précis sur le sujet. Et moi, ça me dérange pas, mais c'est pour ça, si vous voulez, alors vous avez trouvé peut-être ça bizarre, mais c'est peut-être parce que j'ai un emploi, j'ai mon boulot, je suis passionné par les entreprises. Je m'en fous de faire 10 heures par jour, ça ne me dérange pas. Et le fait de créer ça, c'est pas que je m'amuse. D'abord, je vais pas travailler, je vais m'amuser. Mais je me dis, mince, enfin, faut arrêter d'être faux cul, quoi. Si nous, les hommes, on est faux cul par rapport à ça, ben, on va créer un outil numérique et puis on va taper un peu dans la fourmilière et on va voir la réaction des chefs d'entreprise si effectivement ils prennent ce problème sociétal à bras le corps. Moi, j'avais une question par rapport à l'inverse. Tu disais tout à l'heure que les associations qui sont concernées sur le local prennent contact ou s'inscrivent Oui. Directement. Gratuitement. Gratuitement. Et comment le savent-elles? Est-ce Je qu'aujourd'hui. les ai rencontrées toutes. Alors, sur le local, mais tu Oui. disais tout à l'heure que le développement va jusqu'à l'international, etc. Oui. Alors, sans parler de l'international, si, j'espère pour Luciole et pour les femmes en règle générale, si ça part par exemple sur des régions comme Pau où tu n'as pas forcément connaissance de toutes les. Comment tu diffuses au niveau des structures qui aident les femmes? Sur Pau, c'est le mauvais exemple parce qu'on connaît, Oui. parce que c'est le département. Alors on va dire Bordeaux, mais on va dire dans le nord, à Bordeaux. Non, non, mais avec la Fédération nationale qui existe de la lutte contre les violences intrafamiliales, on a leur réseau. Et à partir du moment où ils ont validé ça, on a l'ouverture des autres associations. Et elles viennent ou elles ne le viennent pas. Hein. C'est leur choix. Mais on leur explique bien que pour elles, c'est totalement gratuit. On ne va pas faire payer une association qui va prendre en charge des femmes ou des hommes sur le sujet. Et que ça peut même leur rapporter le jour où Luciole aura un peu de sous. Oui, j'espère qu'arrivé un moment, je pourrais dire, ben voilà, on aide un tel, etc. Donc c'est ça l'intérêt. Et vous voyez, lorsqu'on a mis ça, c'est pas un secret que je dévoile, hein, on a mis sur les réseaux et le premier cas, c'était un homme. Pas de ce département, mais c'était un homme. Voilà. Et après, faut avoir. C'est plutôt les violences qui sont faites, c'est cadre moyen, enfin, à maîtrise ou cadre, voilà. Et une tranche d'âge qui est de 29 à 49 ans, c'est la plus importante, c'est plus de 40% quand même. Et donc, des moments, on se dit que c'est dans les milieux défavorisés où il peut y avoir ceci. Il y a, bien sûr, des gens qui boivent, il y en a qui se droguent, etc. Mais c'est quand même, je dirais au départ, des gens qui sont en couple avec des enfants, avec un statut qui est normal, quoi. Pas des riches, mais qui arrivent à vivre normalement. Donc, c'est pour ça qu'il faut, des moments, casser un petit peu le stéréotype en disant, ben voilà, c'est la misère qui engendre la misère. Oh là, raison gardée sur le sujet. Donc, voilà. Donc, nous, on a créé ça. De toute manière, pour la sécurité des données, hein, parce que c'est super important pour nous. Donc, il y a des entreprises françaises qui sont spécialisées de hackers. Donc, on leur demande de hacker
notre appli pour savoir si ils peuvent rentrer, verrouiller, etc. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. On est super bon sur le sujet, donc je vous dis pas, c'est comme les cartes bancaires, hein. Aujourd'hui, c'est infalsifiable et puis demain ça l'est, hein. Mais si vous voulez, on a cette application en intelligence artificielle, on appelle ça une application creuse. Elle n'a qu'une utilité et elle ne rentre pas dans le système informatique de gestion de l'informatique. Donc elle est sur un réseau intranet, mais neutre. Donc le petit malin qui voudrait essayer de pirater l'application pour rentrer dans le logiciel d'une entreprise, bah, il ne peut pas parce qu'il est hors réseau. Voilà. Il est dans le réseau, mais hors réseau. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer parce que je laisse ça à des jeunes qui m'ont accompagné et ils sont bien plus intelligents et compétents sur le sujet. Mais au niveau de la technologie, ouais, moi, je suis tranquille. C'est ce que je leur ai demandé, c'est vous me pondez un truc, mais surtout pour ces personnes qui vont déclencher quelque chose. Voilà. Et donc, le fait d'entendre parler d'entreprises à mission ou des choses comme ça, on avait discuté, et on me dit, mais tu rentres dans le cadre. Et, ouais, c'est vrai que on n'y a pas pensé. On pense à plein de statuts, de SCOF ou ce que vous voulez, mais vous savez, il existe aussi les SASPO, hein, les SASPO, participation ouvrière, qui date de 1917. Très peu utilisé, mais mieux qu'une SCOF, entre parenthèses, hein, c'est vrai. Et, et- et donc, on s'est dit, bah tiens, on y réfléchit déjà. Et moi, je suis content, c'est du fait d'entendre dire que c'est pas un label. Voilà. Ah non. Parce que si c'est un label, ça veut dire que c'est une marque de qualité, on est les plus beaux, les plus forts, etc. Sauf que je pense que moi, je me suis toujours remis en cause sur mon métier lorsque j'étais dans l'aéronautique et aussi aujourd'hui quand je suis à la CPME. Je fais toujours très attention à ce que je dis et j'écoute. Voilà. Il y a des problématiques qui arrivent aujourd'hui qui n'arrivaient pas il y a 3-4 mois. Voilà. Donc, voilà, dans toute simplicité. J'ai une question justement pour le choix, le fait d'avoir opté pour le statut, parce que vous auriez pu faire tout ça sans ça. Vous aviez Oui. déjà la mission, donc en fait, c'est qu'est-ce qui vous a incité à vouloir. Il n'a pas fait encore. Il est J'ai pas pas encore fait. Non. L'avantage Non, 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 de non. quelqu'un, c'est Non, qu'on met des trucs comme non, ça. non, non, non. Non, 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 du tout, du tout. Il y a des entreprises qui pourraient, ALB pourrait être une entreprise. Voilà, c'est ce que Madame disait tout à l'heure, c'est que effectivement, ouais, ouais, ouais. Ah, vous savez, c'est comme l'ISO 9001. Il y avait déjà des personnes qui avaient écrit des process dans l'entreprise avant que la certification arrive. Donc, et puis, ceux qui ont été dans la démarche de certification, après, c'est devenu un aspect économique, marketing, commercial. Moi, par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui en entreprise de mission, je suis content, c'est pas un label, c'est pas du marketing. Et fondamentalement, je suis pas là pour faire du marketing. Moi, c'est simple, c'est si on peut rendre heureux et sauver au moins une personne, bah voilà, c'est bien, quoi. Et ça, c'est de la responsabilité de tout le monde. C'est ça qui est important. Oui. Sur des sujets qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et ça amène voilà, d'autres. C'est très intéressant que Sandra soit là pour parler de territoire à mission et entreprise à mission et de pouvoir échanger de cette manière. C'est l'objectif que poursuit Camilla. Mais on va Il y avait une question. Monsieur, une question. Moi, j'aimerais quand même, parce qu'il y a une remarque, mais il y a peut-être aussi des questions, et comme on ne leur donne pas la parole, ça serait bien que vous ouvriez les micros pour éventuellement prendre la parole. C'est pas parce que vous êtes derrière les écrans qu'on vous oublie, ne croyez pas. Sinon, la remarque, c'est les violences n'ont pas de statut. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de statut. Non. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des choses à partager, messieurs, mesdames, en visio, mesdames, messieurs, pardon, en visio? Alors, est-ce que je peux me permettre, Gis, de prendre 2 minutes la parole? Mais bien sûr, Florence. Alors, ce que je vais dire, c'est personnel. J'aurais bien voulu avoir cette application dans ma vie pour me mettre à l'abri avec mon fils. Donc, le sujet dont vous parlez ce soir me tient à cœur.
me touche. Et c'est vrai que on parle de situation intrafamiliale, mais il faut pas oublier une chose aussi, c'est que les féminicides et la violence après un divorce ou une séparation, c'est tout aussi ravageur. Donc, est-ce que Sébastien, ça s'arrête simplement aux violences intrafamiliales ou c'est pour pouvoir également signaler ce que l'on vit parce qu'on est harcelé par son ancien conjoint? La fédération, quoi, déjà les CIDFF accompagnent ces personnes-là avec des psychologues. Ça va plus loin que le fait de dire vous quittez votre mari. Non, ils travaillent sur la reconstruction de la personne. Voilà, il y a Oui, mais la des personne, professionnels. la question, Sébastien, c'est la personne, elle n'a peut-être pas forcément dit les choses au moment où elle le vivait. Oui. Elle a réussi à s'extraire un petit peu de son bourreau et son bourreau vient chez elle, le harcèle. Est-ce que ça peut faire partie du public? Pour l'instant, Aujourd'hui, j'irais, sauf si la personne porte plainte, mais bon, on sait comment ça se passe ici, enfin en France, hein, en clair. La problématique que l'on a en France, et ça s'est démontré il y a quelque temps dans une entreprise qui est dans le Béarn, qu'on a cité tout à l'heure, cadre supérieur pour aller chercher ses affaires chez elle. Elle est obligée d'être accompagnée par 2 personnes de la sécurité privée à ses frais. Et là, il y a si tu veux, de notre côté, on a aussi cette réflexion de dire, mais c'est pas une femme de prendre en charge sa sécurité pour ce type de démarche. Et peut-être que si ça fonctionne très bien, Luciole, on sera à même de passer des partenariats avec de la sécurité privée pour ce genre de choses. Aujourd'hui, je peux te dire que j'ai été au ministère de l'Intérieur. On va de plus en plus, pour certains cas, sur une police privée, on va dire de la sécurité privée, parce qu'il ne veut pas dire police privée, parce que les policiers, ils veulent s'occuper de quelque chose lorsqu'il y a du sang. Mais lorsque tu tapes une bagnole et qu'il y a de la tôle, ils vont plus avoir le temps de s'en occuper. Le fait d'accompagner une personne comme tu as pu avoir avec un harcèlement, eh ben ça sera peut-être alors je te parle bien sûr dans le futur, mais c'est désolant, mais c'est comme ça. Il faut savoir, tu vois, par exemple en Californie, une femme qui se plaint de violence conjugale, c'est 3 minutes. 3 minutes montre en main et ils arrivent au domicile. Et le mec, il dégage, quoi, quelque part. On sait pas où il va, mais il dégage. En Espagne, c'est pour ça qu'en Espagne, on rencontre le Parlement de Navarre très bientôt. La démarche est différente par rapport à ce que j'ai pu vous expliquer. S'ils le prennent en Navarre, c'est que le message sera envoyé directement à la police. Et la police va aller chercher le mec. Alors chaque pays a ses spécificités. Voilà. Nous aujourd'hui, on est dans le monde associatif. Le monde associatif prend en charge et accompagne ces femmes-là gratuitement. On aime bien la police espagnole. On sait qu'elle a tendance à tirer avant de discuter. C'est aussi le défaut de la police. Ouais, mais comme les Américains. Hein, Ouais, mais il y a un truc qui s'appelle la justice en France qui marche pas mal et qui permet de prendre des décisions de justice. Qui parfois on a du mal à faire appliquer, on a du mal à faire respecter. Ça, je vous l'accorde. Mais Dieu soit loué, on est sur un système démocratique qui est quand même fondé sur 3 grands pivots et la justice en est un. Donc, moi, j'apprécie, j'applaudis demain ce que vous faites, mais le discours que vous tenez là, je suis désolé, ça mérite le poil. On en a tellement subi au Pays Basque des polices privées, des polices franquistes qui venaient ici, qui nous cassaient la gueule sans que personne n'ait rien à dire. Alors, là, j'ai du mal, moi, avec ça. Là, on sait. Ouais. Et par ailleurs, il est 20h. Donc, alors déjà, premièrement, est-ce que dans la salle virtuelle, il y a d'autres questions à poser ou est-ce que vous avez des remarques à faire parce que là, on va être obligé de conclure quand même. Il y avait monsieur avait une question tout à l'heure. Et voilà. C'est plus une remarque. Ouais. Vraiment votre application. Pour répondre à 2 besoins qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est permettre la libération de la parole et l'avertissement, parce que les victimes, elles éprouvent un sentiment de culpabilité, de honte. Et bien souvent, c'est difficile pour elles d'en parler.
Et aussi, quand on va vers la police, ben, elles sont pas formées ou sensibilisées à cette thématique-là et elles se retrouvent démunies. Donc, il y a un outil là qui est sécurisé déjà pour libérer la parole. Et la deuxième problématique, et vous répondez aussi à ce besoin, c'est vers qui je m'adresse, qui je peux aller voir pour aller accompagner. C'est ça. Et je me disais, donc ça c'est une question que j'ai à côté, c'est parmi les réseaux d'assaut que vous avez partenaires, il y a aussi un point qui, je le vois pas là, peut-être que vous n'avez pas expliqué, mais c'est comment sensibiliser en entreprise sur ces thématiques de violence intrafamiliale, violence conjugale, parce que les degrés de violence peuvent être tellement divers, et comment sensibiliser les salariés à l'intérieur de l'entreprise pour favoriser aussi Alors après, ça, si vous voulez, c'est la spécificité aussi française. Pour les grosses entreprises, bon, il y a les CSE avec les syndicats. Il y a l'inspection du travail, donc c'est l'aspect gouvernemental. Mais on travaille aussi, on devrait rencontrer la ministre très prochainement, parce qu'on voudrait faire des spots à la télé pour être financé pour justement sensibiliser les chefs d'entreprise et forcément toute personne qui subit des violences intrafamiliales à faire la démarche. Voilà, tout simplement. C'est de la pédagogie et là, c'est super compliqué, quoi. Et au Pays Basque, c'est 30 000 le entreprises. Sujet est passionnant. Et vraiment, le sujet est passionnant. Et moi, j'ai envie d'abord de dire merci autant à Stamper tout à l'heure, autant à Sébastien, et merci à Sandra d'avoir animé ce débat. Mais parce qu'on pourra en refaire d'autres, et quand on appuie, ça sera intéressant, éventuellement, la porte est ouverte. Sur les entreprises à mission, je pense qu'on a fait un peu, on a dégrossi. Je pense qu'on n'a pas répondu à toutes les questions qu'on pouvait avoir à se poser. La RSE, on en reparlera aussi parce que c'est aussi un sujet important et je sais qu'on pourra en reparler. Moi, je tenais tout d'abord, au nom de Cabia, à vous remercier sincèrement, à vous remercier tous d'être présents et le pot de l'amitié nous attend pour des rencontres un petit peu plus informelles. Et merci et bravo, Sébastien, pour ta présentation. Merci à vous. Alors malheureusement, le pot de l'amitié, on va le voir en pensant.